Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette autre édition de Carte Géopolitique. Vous êtes sur For You Media Africa. Pas besoin de vous rappeler que vous pouvez également nous suivre via nos différentes plateformes sur Facebook, tout comme sur YouTube ou tout simplement sur notre application For You Media Africa. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons parler de deux thématiques essentielles. D'abord, on va prendre un quart d'heure pour revenir sur l'actualité en Côte d'Ivoire et précisément cette annonce qui est bien sûr tombée hier, le retour de Charles Blé Goudé annoncé pour le 26 novembre prochain, ancien pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et à la haie depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Charles Blé Goudé a été acquitté l'an dernier par la Cour pénale internationale et a obtenu son passeport en mai dernier. Nous aurons donc en première partie de cette émission le porte-parole du COGEP, c'est le parti créé par bien sûr Charles Blé Goudé. Il s'agit du Dr Saraka qui a accepté de nous accorder quelques minutes afin de revenir sur cette nouvelle. Et puis en sujet ou thématique principale dans le cadre de cette émission, nous reviendrons avec d'autres invités sur cette tension qu'on essaye de voiler entre la France et l'Allemagne, ce que certains s'accordent à dire que voilà, rien ne va plus entre les deux pays pourtant présentés comme des alliés historiques. Question militaire, énergétique, économique, qu'est-ce qui se passe donc réellement dans ce couple mythique franco-allemand? On en parle tout à l'heure. Voilà pour en parler dans le cadre de cette émission. Mes invités sont là. On a bien sûr Tapé Groubera qui est avec nous ce soir. Vous êtes enseignant, président également du Mouvement pour la Renaissance de l'Afrique. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Madame Manuel Stiquet, bonsoir aux éditeurs et auditrices de For You Media. Merci à la direction de l'invitation, merci aussi à toutes les personnes qui permettent la possibilité pour que cette émission ait lieu. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions de votre disponibilité et également dans le cadre de cette émission Souleymane Hamzat, vous êtes aussi avec nous, analyste, expert en stratégie militaire. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Madame Siké Doumbé, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir la galaxie patriotique panafricaine et bonsoir à l'Afrique. Voilà donc le docteur Saraka est aussi avec nous, c'est le porte-parole du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP. Merci à vous docteur d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie. Merci madame Siké et merci à For You Media pour cette opportunité. Merci. Voilà, docteur Saraka, c'est avec vous qu'on va commencer puisque c'est notre thématique d'accueil, ce retour annoncé du leader Charles Blé Goudé. D'ailleurs, c'est vous qui avez annoncé ce retour au cours d'une sortie hier, c'est-à-dire lundi, le 24 octobre dernier. Alors, Charles Blé Goudé rentre donc finalement en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite. On parle du 26 novembre prochain. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat entre M. Blé Goudé et bien sûr le gouvernement ivoirien? Merci madame. Effectivement, hier 24 octobre 2022, nous avons annoncé à l'Union nationale et internationale, aux Ivoiriens, aux Africains, à tous les démocrates, à tous les citoyens du monde entier, à tous ceux qui, dans cette longue épreuve qu'a subi Charles Blé Goudé, ont toujours été là. Nous avons tenu à leur donner l'information de façon solennelle. Donc le 24 octobre ne sera jamais gravé dans nos mémoires. Ce fut un moment important. Et Charles Blé Goudé, effectivement, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre prochain. C'est le résultat d'une concertation, d'une discussion qu'il y a eu entre les responsables du COGEP, les responsables donc, du parti et le parti au pouvoir. C'est un aboutissement heureux, c'est le résultat d'une cohérence de Charles Blé Goudé, c'est le résultat de sa patience, c'est le résultat de sa persévérance.
parce que Charles Goudé a toujours voulu faire les choses dans les règles de l'art. Comme vous le savez, beaucoup de personnes, beaucoup de nos compatriotes ont dû quitter la Côte d'Ivoire dans des circonstances que vous connaissez, dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011, et beaucoup sont entrés par la grâce de Dieu avec l'accord des autorités ivoiriennes. Charles Goudé n'a pas voulu se mettre en marge de cette approche, a donc décidé de patienter, de discuter, parce qu'il fallait que le retour soit placé sous le sceau du rassemblement, de la cohésion, de la paix, parce qu'il est parti de la Côte d'Ivoire sous fond de crise. Il veut bien revenir sur fond de paix et de rassemblement. Cela nécessite une approche, une attitude, et c'est cette attitude, cette approche cohérente que Charles Goudé et la direction du COJEP ont bien voulu avoir. Donc, c'est le résultat de ce dialogue. Un dialogue, mais également une question qui taraude les esprits. Charles Goudé a été condamné, on le rappelle, en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison. Comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que ce dossier a déjà été réglé? Si le pouvoir Ouattara tenait vraiment à emprisonner Charles Goudé dès son arrivée, il aurait procédé autrement. Nous tenons vraiment à remercier les autorités ivoiriennes qui, là aussi, ont tenu un engagement. Le président Ouattara l'avait déjà dit et les actes ont suivi. Et tout le monde, toutes les parties sont engagées à faire en sorte que la Côte d'Ivoire plurielle, la Côte d'Ivoire se retrouve pour la paix, pour la réconciliation et le développement, pour que les Ivoiriens puissent s'épanouir. Je ne crois pas, madame, que malgré ce que vous avez dit, qui est un fait, Charles Goudé a été condamné par contumace, comme beaucoup d'autres Ivoiriens, le maire Koussi Benjo, le président Laurent Gbagbo lui-même, et toutes ces personnalités sont en Côte d'Ivoire, libres de leur mouvement, parce que l'intérêt national, la cohésion, la paix priment surtout. Mais on sait également, donc, ces derniers mois, les ambitions de votre leader Charles Goudé, on l'a remarqué, se sont un peu plus affirmées. Alors, est-ce qu'il compte continuer justement dans la politique? Est-ce qu'il compte continuer dans cette lancée? Charles Goudé, il n'est pas un footballeur, il n'est pas un planteur, il n'est pas un paysan. Ce qu'il a décidé de faire de sa vie, c'est de faire la politique. Et le couronnement de tout cela, c'est le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas une analyse. Charles Goudé l'a dit et il ne s'est pas contenté de le dire. Il a eu une attitude conséquente de manière à ce que entre Charles Goudé et le peuple de Côte d'Ivoire, c'est vrai que déjà, il y a une histoire entre Charles Goudé et le peuple de Côte d'Ivoire, mais il agit, il pose des actes de manière à renforcer ce lien, ce que nous pouvons appeler ce lien fort entre le peuple de Côte d'Ivoire et Charles Goudé. Donc c'est un acteur politique qui fera effectivement la politique, mais il fera la politique autrement, de manière à ce que tous les Ivoiriens, au-delà de nos différends et de nos différences, nous puissions nous retrouver, parce que cette denrée, la Côte d'Ivoire en a besoin. Charles Goudé fera donc la politique, mais la politique avec élégance, avec courtoisie, avec mesure. Il parlera à tout le monde, parce que voilà, au-delà de tout, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes amenés à vivre ensemble et nous allons démontrer aux Ivoiriens, à tous les patriotes, qu'ils soient du RHDP, à tous les patriotes, qu'ils soient du PDCI, du PPACI, du COJEP ou d'autres partis politiques, de la société civile, tous les patriotes de toutes les parties, que ce soit les organisations de la société civile ou les partis politiques, tous ces patriotes-là, il va falloir qu'on agisse de manière à ce qu'on puisse se retrouver pour bâtir la Côte d'Ivoire, notre pays commun, notre bien commun. Alors, il va rentrer, Charles Goudé, il va retourner dans cette Côte d'Ivoire qui a politiquement beaucoup changé depuis son départ, entre la division au sein même du FPI, son ancien mentor, le président Laurent Gbagbo, qui est d'ailleurs déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle, Madame Simone de l'autre côté, qui s'est également lancée, Afin Guessan également de son côté, Charles Goudé lui-même qui a son parti, et d'un autre côté, il y a la réconciliation nationale. Vous l'avez si bien annoncé tout à l'heure, Charles Goudé compte participer à cet élan, la réconciliation nationale, sous l'égide du président du gouvernement actuel, dirigé par le président Ouattara. Quelle sera donc la priorité de Charles Goudé en tant que président du COJEP, la politique ou d'abord la réconciliation nationale?
Madame, c'est ça. La politique, c'est aussi agir pour la réconciliation. Okay. C'est cela. Donc, Charles Goudé fera la politique, il agira, il jouera sa partition pour la cohésion sociale, pour le rassemblement des Ivoiriens. Et en le faisant, il est en train de faire la vraie politique. Parce que, madame, la politique, ça ne sert à rien de faire la politique pour soi. On fait la politique pour les autres, pour nos compatriotes, pour qu'ils vivent dans un pays réunifié, un pays rassemblé, un pays engagé, vraiment qu'on fasse en sorte que ce soit une nation. Charles Goudé veut bâtir la nation ivoirienne. Et donc, il n'y a pas la politique d'une part, et puis agir pour la réconciliation d'autre part. C'est parce que Charles Goudé veut faire la politique autrement qu'il fera de la réconciliation nationale un axe stratégique d'action. Maintenant, au-delà de cela, nous avons un parti à construire, nous avons un parti à réorganiser, à restructurer, donc on doit renforcer l'implantation sur toute l'étendue du territoire national. Évidemment, Charles Goudé, c'est un ouf de soulagement pour le COJEP, et le COJEP sera donc pour tous les 100 leaders, bâtir un grand parti et un grand pays, une grande nation. C'est à tout cela que Charles Goudé va travailler. D'accord, merci à vous, Dr Saraka. Nous sommes arrivés à notre quart d'heure, mais vous restez quand même quelques minutes avec vous, le temps de faire le tour, prendre l'avis des deux autres invités. Ensuite, je reviendrai vers vous pour conclure sur cette thématique avec vous. Je commence peut-être par vous, Tapé Groubera, sur cette question. Beaucoup pensent, tout comme d'ailleurs l'ancien président Laurent Gbagbo, lorsqu'il retournait en Côte d'Ivoire, beaucoup pensaient que cela pourrait être considéré comme un pas vers la réconciliation nationale. Est-ce le cas également pour ce retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Merci, Madame Siké. Ce que moi, à mon niveau et au niveau de notre structure, nous voyons à M. Charles Blé Goudé, c'est de voir la patience et la résilience de ce monsieur. Parce que c'est très important. Je pense que l'élément historique, vous permettez, je vais peut-être faire un petit détour, si vous permettez. Oui. N'oubliez pas que M. Charles Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire, je pense, en 2011. Je ne sais pas, peut-être certainement vers le mois de mars. Et il est parti au Ghana, comme toutes les personnes qui avaient voulu protéger leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? M. Charles Blé Goudé a été, je crois, ministre pendant 3 ou 4 mois, si ma mémoire, certainement le docteur Saraka pourra rectifier. Il n'était pas il était seulement ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Il n'était pas ministre de l'Intérieur. Il n'était pas ministre de la Justice. Il n'était pas ministre de la Défense. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que le 17 janvier 2013, on soit allé à Tema, c'est-à-dire au Ghana, pour aller le kidnapper et l'amener en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse passer dans des conditions difficiles, je dis bien difficiles, pendant 14 mois, dans un coin lugubre dont les autorités judiciaires et ses avocats n'ont pas pu avoir accès. Pendant 14 mois, ça dit, vous avez 1 an, 2 mois, pendant lesquels ce monsieur-là a vécu dans des situations difficiles. Il faut vraiment relever cela, parce que c'est très important. Puisque les gens parlent de réconciliation, il faut quand même montrer comment on appelle la situation de ce que je peux appeler d'une victime réelle. Pourquoi je dis victime? Donc, M. Charles Blé Goudé, enlevé, maintenu pendant 14 mois. Ici, j'ai le document de la CPI. Donc, je vous montre les éléments pour que vous voyez. Donc, c'est le document du 2 mars 2013. Et dans ce document-là, c'est une décision invitant la Côte d'Ivoire à déposer ses observations concernant la demande d'arrestation et de remise de Charles Blé Goudé. Il était déjà arrêté. Et donc, l'État de la CPI demande à ce qu'on remette M. Charles Blé Goudé à la CPI. Le pouvoir est resté sous. Ils ont remis Charles Blé Goudé le 22 mars, je pense, 2014. Alors qu'ils l'ont arrêté déjà depuis le 17 janvier. Ils l'ont remis plus d'1 an après. On ne sait pas dans quelles conditions. On a vu un monsieur très amaigri qui a souffert le martyre à ce régime, je veux dire, dictatorial, qui est vraiment avait mis sur l'étendue du Côte d'Ivoire tous ses pions et qui, ce qu'on appelle, cassait tout ce qui est du pro-Gbagbo à l'époque. Et donc, c'est Charles Blé Goudé qui se retrouve le 22 mars 2014 à La Haye. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir visité cette prison à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, ma dernière visite a daté c'était le 26
janvier 2019, une semaine après le président Gbagbo Laye. Vous voyez, et je veux dire que aller à cette prison, si vous avez fait une seule visite à ces prisonniers-là, quand vous sortez, vous ne pourrez rien dire, je vais dire, de méchant. Parce que pour arriver à ces personnes, il faut véritablement monter, comme on dit, patte blanche. Et je répète, à toute fin utile, que toute personne qui voudrait une fois dire qu'elle a pu remettre un seul bonbon, soit au président Laurent Gbagbo ou au ministre Charles Blé Goudé, je dis ici que cette personne est une menteuse. Parce que vous ne pouvez pas, vous êtes fouillé, des fois même vous êtes obligé d'enlever pratiquement votre pantalon pour que vous passiez. Donc dans ces conditions, vous ne pouvez rien remettre. Donc c'est dans ces conditions, à partir de, quand vous leur rendez visite, les visites commencent les jours ouvrables à 9h30 et se terminent à 16h45. Donc ça dit que quand vous les rendez visite, à partir de 16h30, vous êtes censé partir de ce lieu-là. Et vous voyez les larmoyants, comment ces deux illustres personnes allaient être conduites dans un coin où ils vont rester de 20h30, je crois que c'était à l'époque au 3e étage, et après être enfermés jusqu'au lendemain 7h du matin. Là, c'est une situation que le président Gbagbo, et ici comme on parle du cadre du ministre Charles Blé Goudé, ont vécu quotidiennement. Et là, il faut le soulever. C'est pour ça que je parle de la résilience de ce jeune homme. Parce que M. Charles Blé Goudé est plus jeune que moi, et je peux vous dire que je ne suis pas sûr qu'à sa place, j'aurais tenu par rapport à ce qu'il a fait. Malgré cette situation qu'il a vécue, avec tout ce qui a été raconté, parce que ça aussi, il faut le relever. Je rappelle qu'à toute fin utile, qu'au moment où Charles Blé Goudé était parti en prison, déjà dans le livre de M. François Mattei, on disait qu'il allait pour comploter contre le président Laurent Gbagbo. Ce qui a été démenti puisque son appel était là. Lors de sa comparution, il a dit « J'étais pro Gbagbo hier, je suis pro Gbagbo aujourd'hui, je suis pro Gbagbo demain ». Donc c'est ce monsieur-là qui est resté fidèle au président Laurent Gbagbo, qui s'est comporté comme le fils, comme le serviteur du président Laurent Gbagbo, et qui, malheureusement, après leur acquittement, le 15 janvier 2019, est resté dans des hôtels. Moi, j'ai eu la chance encore d'aller le visiter dans 3 hôtels. Et quand je dis hôtel, ça veut dire que vous rendez visite à M. Charles Blé Goudé. Il n'a pas le droit de franchir. Il vous accompagne jusqu'à la porte d'entrée de l'hôtel. Il n'a pas le droit de mettre un pied. Sinon, c'est comme s'il avait commis une infraction. Donc, il y a tellement de choses jusqu'à ce qu'il soit dans la résidence, certainement, je sais pas, vous avez été, ou il pointait, etc. Donc, c'est vraiment cela que je vais saluer. À côté de ça, pour un passeport qui devait faire 2 mois au grand maximum, il a mis 11 mois. Et les autorités, M. Hassan Draman Ouattara, qui pense qu'il est le Dieu sur terre, qui peut avoir droit de vie sur qui il veut, a remis son passeport en créant une scène UBS qui n'est pas compréhensible. Après 11 mois, on a remis ce passeport à ce jeune homme. Et pour qu'il puisse partir, alors que M. Ouattara, le 7 avril 2020, il avait dit, pendant 2020, puisque pendant 2021, après l'acquittement total, le 31 mars 2021, il avait dit, le président Gbagbo et M. Charles Blé Goudé peuvent, s'ils le veulent, regagner la Côte d'Ivoire. Vous voyez, toute cette douleur dans laquelle ce monsieur a vécu, loin des siens, de ses enfants, de sa famille, il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées. Donc je salue ici la persévérance de ce jeune homme, du président du COJER, du ministre Charles Blé Goudé, pour avoir attendu. Maintenant, je pense qu'il est une victime. Je dis il est victime parce qu'il a été totalement blanchi. La CPI a dit, M. Charles Blé Goudé, vous êtes venu, dans cette histoire, vous n'êtes conseillé ni de près, ni de loin. Je voudrais, parce que vous avez posé tout à l'heure une question relative au soi-disant 20 ans. Je le dis et je le répète. Voilà. Il y a l'article 350 du Code pénal ivoirien, que je vais lire, stipule que l'accusé, absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience, est jugé par contumace. Je reprends. Ça, c'est l'alinéa 1. L'article, donc c'est l'article 354 du Code de procédure pénale ivoirien. L'accusé absent, donc sans excuse valable à l'ouverture de l'audience, est jugé par contumace. Or, le cas de M. Charles Blé Goudé, ce n'est pas, il y a une excuse, puisque c'est le pouvoir de la Côte d'Ivoire qu'il a. On pourrait comprendre, si Charles Blé Goudé, par exemple, du Ghana avait été pris par la CPI, on peut comprendre, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire, le régime d'Abidjan, qui l'a kidnappé, qui l'a gardé pendant 14 mois, qui aurait dû, si la volonté était faite, d'instituer un procès, ce qu'ils n'ont pas fait. Je peux aussi dire la même chose pour le cas du président Laurent Gbagbo, qu'ils ont gardé pendant 8 mois, ils n'ont pas fait de procès, et qu'ils ont envoyé à la CPI. Donc ils savaient où il était. Quelle était l'urgence
de faire ces procès à leur absence, à part une manigance, parce qu'ils étaient convaincus que ces deux messieurs allaient être condamnés. Malheureusement, il n'y avait pas d'éléments, puisque ces deux messieurs n'ont rien fait, c'est ce que dit la justice. Donc, si nous prenons encore l'article du nouveau code pénal ivoirien, l'article 25, il dit « est définitive toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace ». Donc, s'il y a une décision à supposer par contumace, elle n'est pas définitive. C'est ce que dit l'article 25. Donc, je venais ici pour dire que tout ce cinéma, tout ce drame que M. Hassan Dramane Ouattara fait peser sur la Côte d'Ivoire, parce que M. Ouattara et son régime ne sont pas dans les dispositions des gens qui veulent la paix. Parce que vous envoyez des gens, je prends un exemple, c'est comme moi, je suis un enseignant, je dis à mon élève, écoute, va m'acheter un bic, et derrière lui, je fais une interrogation. Et lorsqu'il vient, je dis qu'il a 0. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est moi qui l'ai envoyé, on ne peut pas envoyer M. Charles Blé Goudé, et alors qu'on fait un procès derrière lui. Quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a une volonté politique de ce pouvoir de vouloir véritablement la paix? Non, tel n'est pas le cas. C'est pour cela, pour moi, M. Charles Blé Goudé, qui va rentrer, et que je salue au passage, comme je dis, sa résilience, sa perspicace, sa, comment on appelle, son abnégation, en tout cas son endurance. Et ce monsieur-là, je le salue, il n'est pas seul aussi, il y a eu le cas du président Laurent Gbagbo, mais lui, il a encore passé plus de temps, parce que tous les prisonniers politiques de cette époque sont entrés. C'est vrai même qu'il y en a encore à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui sont encore en prison. Donc, nous saluons effectivement son entrée, mais son entrée n'est pas due, selon moi, ça c'est selon notre organisation, à la volonté d'un monsieur qui ne fait que violer les lois, à savoir M. Hassan Dramane Ouattara et son régime, mais dû à la volonté d'un monsieur de paix, parce que Charles Blé Goudé c'était un monsieur de paix, puisqu'il est parti, la CPI lui a dit qu'il n'était pas celui qui était, comme on appelle, coupable. Et donc, pour moi, son retour est un retour de quelqu'un qui, déjà, son retour est un retour de paix. Mais en tant que victime, ça, moi, je le dis, en tant que victime. Merci à vous, Tapé Groubera. On fait le tour avec vous, cette fois-ci, Souleymane Hamza, sur cette question. On va d'aller retrouver le docteur Taraka pour conclure sur cette question. Souleymane Hamza, ce retour donc, de Charles Blé Goudé le 26 novembre, un retour d'espoir toujours en termes de réconciliation nationale dans le pays? Ben écoutez, c'est tout le souhait que peut avoir un panafricaniste comme de ma trempe, de voir notre frère Charles Blé Goudé enfin sorti de toute cette cacophonie qu'il a connue depuis 9-10 ans bientôt. Il est à souhait de le voir revenir chez lui dans la paix, la sérénité et surtout dans la sécurité. Je pense que les autorités ivoiriennes, contrairement à ce qu'a dit, c'est mon avis, contrairement à ce qu'a dit le porte-parole, n'est-ce pas, du COJEP, sont un peu dans un jeu politicien malsain. Un jeu politicien malsain à partir duquel, d'ailleurs, nous autres panafricanistes, nous insistons beaucoup sur, n'est-ce pas, la sécurité de nos jeunes frères. Il est aussi à souligner ici, n'est-ce pas, les déboires qu'il a connus tout au long de son procès à La Haye, et enfin, sa libération, disons son acquittement, qui d'ailleurs devait se faire accompagner d'un dédommagement. Et là, c'est un coup de cœur là aussi, pour dire que il ne pourrait être autrement, n'est-ce pas, que de faire face à un dédommagement. Il faille nécessairement que les dommages qu'il a connus durant les 9 années qu'il a connus dans les geôles de la CPI lui soient totalement remboursés. Mais à mon avis, je constate au regard de mes recherches que cela a été balayé du revers de la main par la CPI. C'est inadmissible, inacceptable, inconcevable pour une juridiction de ce rang. Maintenant, pour ce qui est de la réconciliation, le leader du COJEP l'a dit plusieurs fois. Il a souvent relevé le fait que, n'est-ce pas, lui désormais, il s'engage dans une nouvelle dynamique. Cette dynamique-là qui consiste d'abord au rassemblement, au dialogue, à ramener
toutes les parties, tout ce qui est parti d'opposition comme de la mouvance et même des indépendants, dans le même creuset qu'il faut voir avant et avant tout la Côte d'Ivoire. Sur ce plan-là, je pense qu'il mérite d'être entendu. Par contre, il se trouve autour de lui, d'après ce que nous constatons aussi, et là je n'indexe pas particulièrement cette proche, mais des téméraires qui, d'ailleurs, comme dans tous les autres partis, puisqu'il y a toujours des brebis galeuses dans toute corporation, mais qui sont un peu du genre va-t-en-guerre. À écouter les différentes sorties du leader Charles Blé, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'est plus du tout inscrit à ce calendrier-là de révolte, de bruit, de tapage. C'est quelqu'un qui veut faire la politique autrement. Quand je vous parlais tantôt des turiféraires, j'étais en train de vous dire par là, ceux-là qui, n'est-ce pas, remuent le couteau dans la plaie entre lui, d'une part, et le président Laurent Gbagbo. On cherche à réveiller des soupçons ou à réveiller je ne sais pas si je peux appeler ça la politique du complot, mais bon, il y a quand même des gens là qui veulent l'amener sur d'autres comptes. Je pense que du point de vue de son expérience, du point de vue de tout ce qu'il a pu, n'est-ce pas, engranger comme difficulté et sûrement, n'est-ce pas, expérience, durant les 9 dernières années, cela devait le porter très haut, n'est-ce pas, et lui permettre de savoir faire un discernement autour de, non seulement à la politique nationale, mais surtout autour de son entourage. Il m'a été enseigné que la troupe est à l'image de son chef. Quand le chef est bon, c'est que la troupe elle est bonne. Et partant, je pense que bien avant qu'il soit, n'est-ce pas, reconnu comme étant le leader du projet, il a quand même, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui s'est réveillé avant-hier, qui a commencé par faire de la politique. Hein. C'est quelqu'un qui, depuis, d'ailleurs, je l'ai connu, on a échangé une fois déjà, n'est-ce pas, à Abidjan. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis le temps où il était encore président de la FESI. Donc, vous voyez, ou bien secrétaire général de la FESI, pardon. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait quand même un carnaval politique dans lequel il reste constant, d'ailleurs. Vous voyez que son parti est bien un parti panafricain, panafricaniste. Donc, pour nous autres, c'est quelqu'un qui est toujours embarqué, il est avec nous dans la même barque, cette même barque-là, qui vise à franchir nos États, n'est-ce pas, du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme international et surtout du pillage de nos ressources. Partant, mon souhait serait qu'une fois à Abidjan, comme il a dit, qu'il puisse rassembler tout le monde, n'est-ce pas, parler à toutes les sensibilités. De toute manière, quand on est en politique, l'ami de votre ennemi, l'ennemi de votre ami n'est pas votre ennemi non plus. La politique, c'est le jeu de tous les extrêmes, n'est-ce pas? Pour moi, je le vois comme étant quelqu'un qui va certainement rassembler du monde autour de ses idéaux, surtout, pas autour de sa personne, mais autour de ses idéaux. Mais pourvu que cela n'aille pas dans le sens, n'est-ce pas, d'affronter ces vieux briscards de la politique ivoirienne, à savoir le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara et éventuellement le président Nicolas Bédié. J'estime, pour ma part, que du point de vue de son expérience, il puisse travailler avec, n'est-ce pas, ses collègues et plus particulièrement son porte-parole, d'ailleurs, qui est la voix recommandée ici du COJEP, à ce que vraiment le COJEP s'affirme comme étant un parti panafricaniste de type nouveau, comme le demandait d'ailleurs le président Badakani. J'ai espoir que ce monsieur qui connaît bien, on ne peut pas lui retirer cela, la politique ivoirienne, soit celui-là par lequel vraiment la jeunesse prenne de nouveau conscience et surtout qu'on ne verse pas dans les invectives. Je voudrais, entre guillemets, souhaiter le même retour pour le président, n'est-ce pas, Soro Guillaume, qui vit les mêmes problèmes pratiquement en dehors du fait qu'il n'a pas été en prison, bien sûr, mais vit les mêmes difficultés de l'exil
hein, n'est-ce pas, que le leader Charles Blé Goudé. Vraiment, tout le bonheur est pour moi de savoir qui rentre le 26. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est devenue. Tout le monde n'y a plus accès. Hein. Vous savez les raisons pour lesquelles je ne vais pas les énumérer ici. Mais nous aurons un jour l'occasion de nous revoir et de parler, n'est-ce pas, de tous les problèmes qui sont liés à la jeunesse panafricaine, vu que moi-même, je suis leader, n'est-ce pas, d'un jeune mouvement de jeunesse panafricaine depuis quand même 14 ans. Les bénédictions divines, n'est-ce pas, l'accompagnent et qui retrouvent sa terre natale dans les règles de l'art, dans la sérénité, dans le bonheur, n'est-ce pas, familial, et surtout que l'opportunité lui soit donnée de se relancer politiquement, sachant que, je vous ai dit, je ne suis pas trop insainteté avec le pouvoir en place qui met des 20 ans partout. Je ne voudrais pas réveiller certaines polémiques, je voudrais rester là pour bon retour chez lui et que la galaxie patriotique panafricaine se trouve à ses côtés et le supportera jusqu'au bout. Merci à vous, Suleiman Hamza. Docteur Saraka, je vous retrouve donc pour ressortir avec vous sur cette thématique. Peut-être un mot après, bien sûr, ce tour de table à tout cela, ces Ivoiriens qui regardent, et bien sûr, surtout les militants du COJEP qui vous regardent aujourd'hui, et les Africains, pourquoi pas. Qu'est-ce peut-être un dernier message, docteur Saraka? Ok, merci madame. Le dernier message, c'est un message de remerciement que j'ai écouté vos invités, Tapé Goubera du Morave, et Suleiman, des panafricains. Et aujourd'hui, Charles Goudé revient en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le fruit du combat du COJEP seul en tant qu'organisation. Il y a bien eu des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des Africaines, des Africains, des organisations de la société civile, des hommes de médias, des hommes de culture. Beaucoup de personnes se sont mobilisées pour la cause de Charles Goudé. Au moment où Charles Goudé regagne son pays, la Côte d'Ivoire, il convient de les remercier, de les féliciter et de leur dire merci pour leur soutien, merci pour leurs prières. Cet aboutissement, c'est le fruit de notre combat à tous. Et Charles Goudé ne vient pas en tant que le président du COJEP. Au-delà du COJEP, Charles Goudé veut rassembler les Ivoiriens dans leur diversité et au-delà de la Côte d'Ivoire, les Africains, parce que Charles Goudé est un panafricain. Et ensemble, avec tous les pays africains, nous avons tellement de défis à relever. Le défi de l'insécurité, du terrorisme, de la pauvreté qui fait courir nos frères et sœurs dans la Méditerranée. Autant de défis à relever. Le défi d'une armée véritablement africaine, le défi de l'unité africaine en termes d'économie et plein d'autres choses. Et pour cela, je tiens ici, au nom de la direction du parti, au nom du président Charles Goudé, à remercier tout le monde. Évidemment, nous tenons à remercier les responsables militants et sympathisants du COJEP qui n'ont fait que faire leur devoir. Le président était dans une situation difficile, ils ont été patients, ils ont été disciplinés. Le président, toute la direction du parti salue cette attitude. Et puis, quoi qu'on dise, le pouvoir Ouattara a aujourd'hui permis que Charles Goudé revienne dans son pays. Parce qu'il a fallu attendre, comme Tapé l'a dit, pour avoir un accord du gouvernement Ouattara qui a demandé à Charles Goudé de décider librement de la date à laquelle il voudrait bien venir dans son pays. Et cela sans condition, sans condition. Aucune condition n'a été posée à Charles Goudé. Il revient dans son pays pour participer à la construction de la paix et du développement. Et en tout cas, ce sont donc des mots de remerciement à tous. Et Charles Goudé viendra et ce retour va se passer dans une approche inclusive avec l'implication de tous. Et cela se fera selon le format de l'accueil qui lui sera réservé. Tous ceux qui seront à l'accueil, on verra bien que Charles Goudé n'est pas seulement le président du COJEP, mais c'est le citoyen ivoirien, c'est notre compatriote, c'est un républicain qui revient, un panafricain qui revient, et donc ivoirien comme africain, tout le monde sera là pour l'accueillir. Et cet accueil, nous ne voulons pas l'inscrire sous un angle de triomphalisme, de victoire d'un camp sous un autre. Il
Il y a simplement la victoire de la justice, la victoire de la liberté pour que vive la victoire de la réconciliation et de la paix. Et c'est à cela que Charles de Gaudet va travailler. Merci madame, merci à vous, en tout cas pour ce temps que vous avez bien voulu consacrer à ce sujet, à Charles de Gaudet, ce citoyen ivoirien, ce citoyen africain, ce panafricain. Merci. C'est nous qui vous... C'est nous qui vous remercions, Dr Saraka. Merci beaucoup d'avoir également été avec nous, d'avoir accepté de partager ces quelques minutes avec nous. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, bonne continuation de votre côté. Eh bien, chers téléspectateurs, on prend la transition pour discuter avec nos invités en ce qui concerne la seconde thématique de cette soirée. Que se passe-t-il entre Paris et Berlin, pourtant présentés depuis plusieurs années comme des alliés mythiques? Alors, on parle de plus en plus de tensions entre les deux pays, la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne nous dit? Pourquoi est-ce qu'entre ces deux pays, la relation semble se détériorer? Quelles sont les causes? Souleymane Hamzat, je vais commencer par vous pour... Autour de cette problématique, on ne le voit pas vraiment. La tension monte aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette tension? Merci Madame Doumbé pour, n'est-ce pas, cette thématique qui est vachement entretenue dans un silence de cimetière par les médias mainstream. Vous les connaissez, nous ne les citons pas. C'est une tension qui date depuis quelques mois, est liée d'ailleurs aux sanctions irréfléchies, irrévocables, n'est-ce pas, mises en place par l'Union européenne, voire l'OTAN, de la Russie. Il s'avère que je vais vous expliquer ce qui se passe sur le plan politique et aussi bien sur le plan économique et sur le plan de la défense. Ouais, sur le plan politique déjà, il faut savoir le modèle de gestion, disons, étatique au niveau politique en France, c'est que c'est le président de la République qui prend la plupart des grandes décisions. Ce n'est pas le cas du côté de l'Allemagne, d'ailleurs, dont le chancelier est soumis à toutes sortes de tractations au niveau de différents partis pour arriver à un consensus. Il faut nécessairement que le consensus soit dégagé et c'est de là que le Bundestag, qui est le Parlement allemand, a une politique décisionnelle en quelque sorte vis-à-vis du chancelier. Donc ces deux modèles-là déjà s'affrontent au niveau de l'Union européenne. Allons voir un peu sur le plan économique ce qui se passe. Il s'avère que le modèle mercantile qui est celui-là de l'Allemagne, qui a fait de l'Allemagne la première puissance européenne, économiquement parlant, est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, vous allez en Allemagne, où moi j'ai des parents, ils vous disent que du point de vue de l'énergie, vous voyez les lampadaires qui s'éteignent. À partir d'une certaine heure, on éteint les lampadaires. Cela est dû à quoi? À la crise énergétique. Laquelle crise énergétique est liée aux sanctions qu'eux-mêmes ils ont pris, ne sont pensant affaiblir la grande fédération de Russie du président Vladimir Poutine. Mais vous prenez des sanctions qui sont contre-productives. Pourquoi vous vous entêtez à aller plus loin? Allons du côté maintenant de l'énergie purement parlant. Mais l'Allemagne, vous savez, a mis en arrêt pour la plupart ses centrales nucléaires, à quelques exceptions près. La France, elle est en train même, vous vous souvenez des titrages dont on nous avait parlé liés à l'Afrique, où le président Macron profitait même de l'occasion pour annoncer qu'il allait construire d'autres nouvelles centrales nucléaires sur la France et même exporter d'autres au niveau de l'Europe. C'est à croire que sur le plan énergétique, et parlons des centrales, ces deux pays-là encore sont opposés. Et allez constater que la France, cette France-là du président Macron, n'est-ce pas, vend de l'électricité du fait de l'exploitation de cette centrale à l'Allemagne.
Mais non, pardon, c'est plutôt l'Allemagne qui achète du gaz de la France et importe de l'électricité. Donc aujourd'hui, la France trouve que son modèle économique, n'est-ce pas, qui a fait disons, la pluie et le beau temps sous l'ex-chancelière Angela Merkel, on voit aujourd'hui cette économie-là s'effriter et aller vers le gouffre. Alors les Allemands se posent la question, je ne sais pas, mais si vous prenez des sanctions contre celui qui est notre allié économique naturel, la Russie, pour suspendre son gaz et aller comprendre, il y a deux papes là qui ont sauté et qui mettent beaucoup plus en difficulté l'Allemagne. Je veux parler du Nord Stream 1 et du Nord Stream 2. On se pose la question de savoir où va l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, de peur de voir son économie s'effriter, commence à prendre des distances et se ferait livrer son gaz par d'autres États sans l'accord, n'est-ce pas, des 27, celle-là qu'est l'Union européenne. L'Allemagne commence à prendre des dissensions, commence à prendre des dispositions particulières par rapport à son économie qui est en train de s'effriter, ce qui ne plaît pas à la France. Et d'ailleurs, certains analystes très avertis de ce problème-là, que j'ai contacté, m'ont dit, écoutez, c'est l'occasion pour la France de prendre sa revanche par rapport à l'Allemagne, qui s'est sentie, n'est-ce pas, forte sur le plan économique pendant des années, et qui d'ailleurs dictait sa loi à tous les États européens. Et enfin, pour chuter, mais il y a un autre gros problème qui est plus que tous les autres dont j'ai parlé. Ce sont les multiples contrats signés par l'Allemagne en ce moment-ci qui concernent le domaine militaire. Je vais vous parler des transferts Rafale, je pense, Rafale achetés aux États-Unis. Je vais vous parler du contrat qui est en train d'être signé avec Israël dans le cadre de l'obtention des systèmes antimissiles pour se protéger, n'est-ce pas, d'éventuelles frappes de la Russie. Je vais vous parler du SCAF, cet avion qui était lié, d'ailleurs, dont la construction était liée entre la France et l'Allemagne, et qui aujourd'hui est classé aux oubliettes. Et vous voyez, pour vous montrer combien de fois le fossé est grand creusé, il devait se tenir un sommet, n'est-ce pas, le 26 là, octobre, à Fontainebleau en France, où c'est que non seulement le sommet a été annulé, mais il n'y a pas eu de suite. Et dans le cadre européen, souvent quand on annule un sommet comme ça, de ce genre, on y va tout de suite en redonnant une date. Là, il n'y a pas de date. Le fossé, il est gros, grand et béant. Et là, on se demande comment finira l'Union européenne face à cette différente dissension. Merci pour ce premier geste, Souleymane Hamzat. Tapé Groubera, on l'a donc suivi après les analyses de Souleymane Hamzat. On voit comme une Allemagne qui fait cavalier seul. D'ailleurs, on a toujours eu ces critiques envers ce pays, l'Allemagne, qui est toujours accusée de faire cavalier seul, contrairement à la France, qui semble toujours considérer ce pays comme son allié. Alors, est-ce que depuis le début, la France ne s'est pas trompée d'allié, ou alors est-ce que cela pourrait aussi être dû au changement de personnes ou alors de gouvernants à la tête de l'Allemagne? On sait qu'à l'époque d'Angela Merkel, cela semblait quand même un peu plus différent. Oui, merci Madame Siké. Je vais prendre une expression d'un chercheur dont j'oublie le nom, qui dit en réalité, au lieu de parler de couple, c'est de parler d'une colocation forcée. Parce que, en fait, oui, la personne n'a pas tort. D'autant plus que avec les relations déjà de la Prussie jusqu'à maintenant, entre ce qu'on appelle la Prussie à l'époque et l'Allemagne et la France, ce sont des relations qui n'ont jamais été claires en réalité, parce que il y a plusieurs facteurs. Tout à l'heure, mon frère, le docteur Hamza, a développé d'autres éléments et auxquels que je vais ajouter un peu quelques petits grains de sel, mais moi, je vraiment l'élément historique. Il faut savoir que ce qu'on appelle les guerres, enfin, quand on parle des deux guerres mondiales, quand nous prenons par exemple la première, celle de 14-19,
ce qui est assez difficile à comprendre, c'est que l'Allemagne n'est pas celle qui a commencé la guerre, puisqu'on dit c'est ce qui s'est passé à Sarajevo, qui aurait la mort du prince à Sarajevo qui a déclenché la guerre. Bon, par une question de jeu d'alliance, finalement, l'Allemagne est devenue perdante. Mais, je pense qu'il y a deux éléments explicatifs qui peuvent déterminer qu'en réalité, c'est à l'époque les révolutionnaires allemands, donc Rosa Luxembourg, Liebknecht, ont voulu faire la même chose que Lénine a fait en disant aux soldats russes de quitter le front. C'est la même chose qui s'est passé. Les soldats allemands ont quitté le front, sont retrouvés à Berlin pour renverser, comme on appelle, le pouvoir. Et comme ça, derrière eux, il y a eu ce fameux accord de Versailles qui, quand vous les lisez, vous dites, mais attendez, ce sont des accords inhumains, puisqu'on demandait à l'Allemagne de fournir par jour, puisque la source d'énergie à l'époque, c'était la houille, de fournir cette quantité. Et donc, dans ce contexte, donc, qui a été après accepté par la République de Weimar, qui est née en 1919, et après, il y a eu donc l'avènement dans ce contexte où les Allemands vraiment cognaient, un monsieur qui était un petit espion, un caporal, appelé Adolf Hitler, qui allait dans les bistrots pour écouter ceux qui étaient contre le pouvoir et qui pensaient qu'il devait y avoir des coups d'État, et qui rencontre un groupe de personnes. Et voilà comment va naître ce groupe-là, qui va après être puissant. Je rappelle ces différents éléments. Ce qu'on appelle, ça dit que le 3 septembre 1939, ce n'est pas l'Allemagne qui déclare la guerre à la France, mais c'est le contraire, c'est l'Angleterre et la France qui déclarent la guerre à Hitler. Il faut que ça, historiquement, on le maintienne. Donc, partant de ce fait-là, l'Allemagne, après, a perdu la guerre avec tout ce qu'on sait. Et cette Allemagne qui avait, elle est défigurée. Aujourd'hui, vous arrivez en Allemagne, vous vous rendez compte qu'il y a des bases américaines, par exemple, qui y sont installées. Il y avait même des bases belges, il y avait des bases françaises, ainsi de suite. Donc, cette Allemagne-là, elle devait faire profit bas. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on lui proposait, qui allait dans le sens de ne pas froisser les gens, parce que les gens ont montré l'épouvantail du nazisme, sont les nazis, les Allemands acceptaient. Et voilà. Ce qui a fait, surtout, d'autres facteurs, c'était l'avènement de la Russie, en fait, de l'URSS, puisque on a subdivisé l'Allemagne en deux. Donc, pour ne pas que les Allemands de l'Est puissent prendre les Allemands de l'Ouest se sont associés au groupe de l'OTAN. Et donc, ils ont joué le jeu. Mais dans ce que j'appelle colocation qui est là, en réalité, les Français sont les plus heureux, parce que le narratif dont vous parlez, c'est un peu le narratif des Français qui disent, mais oui, les autres font cavalier seul. Non, les Français aussi font cavalier seul. Les Français, qui est-ce qui ne fait pas cavalier seul? D'autant plus que dans cette situation, par exemple, l'agression des pays africains, la France fait cavalier seul. Quand elle fait une fonction sur les avoirs des pays africains, est-ce qu'elle donne cet argent-là aux autres pays? Mais non. Alors qu'elle aurait dû, pourtant, elle a amené les pays africains dans un système, comme on appelle de l'euro. Quand la France fait la fonction, puisque c'est le trésor français qui récupère l'argent, elle ne donne pas aux autres. Donc, c'était vraiment tout à fait inévitable, et surtout que l'Allemagne attendait un tournant. Parce que les pays occidentaux sont d'accord sur quelque chose, comme ils le disent, sur la situation, c'est-à-dire attaquer, ou bien pour imposer des sanctions à la Russie. Là-dessus, il n'y a vraiment pas photo. Et ces pays sont d'accord. Mais quand il s'agit de profiter d'une situation, bien évidemment, chacun va pour sa chapelle, ou bien chacun va pour sa chapelle. Mais autre élément, parce que souvent, les Allemands sont assez pragmatiques. Ils ont souvent des problèmes, puisqu'on a parlé tout à l'heure de, comment on appelle, des commandes d'avions, mais ou bien d'éléments, parce qu'on reproche à l'Allemand qu'elle s'est tournée vers l'américain SpaceX plutôt que l'Ariane 5 pour des gros, pour ces éléments spatiaux. Mais il y a des retards. En plus du fait que les Allemands, comme ils sont rigoureux, non seulement il y a des retards, des fois les éléments qui sont fournis par la France ne sont pas bien finis. Donc, et les Allemands, ils ont ce slogan-là. On préfère acheter là où ça fonctionne que de faire plaisir à nos voisins européens. Donc, ils sont dans cette logique. Et un autre élément qui est là, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un tournant qui est là pour les Allemands, puisque dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui a l'argent,
puisque elle, comme elle a un excédent, c'est son argent qui paye le déficit des autres pays dans l'Union européenne. Par contre, la France, puisque c'est la seule depuis la sortie, depuis le Brexit, c'est elle qui a l'arme atomique. Donc c'est un peu elle qui protège, l'autre fait la compensation sur le plan économique. Et là, une occasion se présente à l'Allemagne, c'est que dans cette histoire de pouvoir se protéger, l'Allemagne, donc, elle se rapproche plus des États-Unis, puisqu'elle sait que dans le bloc de l'OTAN, c'est les États-Unis qui dominent. Elle fait affaire à l'OTAN. Elle va peut-être arriver à faire une négociation qui va lui permettre que ce qu'on ne voulait pas avant, c'est-à-dire, par exemple, à ce que l'Allemagne puisse avoir, par exemple, la bombe atomique, c'est-à-dire, on va la laisser, on va lui dire, mais c'est possible, parce qu'aujourd'hui, vous avez un monstre à la porte de l'Europe, à savoir, comment on appelle la Russie, il faut que vous armez. L'Allemagne va utiliser l'argument, mais s'il y a un seul pays qui a l'arme atomique, c'est pas sûr qu'on se protège, mais nous, on peut l'avoir. Vous voyez, donc, c'est une possibilité de manière géopolitique que l'Allemagne utilise pour pouvoir, comment on appelle, utiliser ses atouts pour que là, elle puisse avoir peut-être l'arme qui lui manquait, puisqu'elle a, économiquement, elle est forte. Si, sur le plan de la défense, elle est aussi forte, qu'est-ce qu'elle a à se plier à rentrer dans, comment on appelle, dans une union. Autre élément, c'est pas moi qui le dis, c'est M. McCarthy qui a fait un document, enfin, qui était un docteur en économie, qui parle, depuis un moment, il parle de 3 entités, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et l'Italie, lequel de ces 3 va quitter l'euro. Donc, il y a un élément économique qui est fait. Donc, ça, je parle d'une vidéo du 24 du mois d'octobre, il y a à peine 2 jours. Et dedans, on se rend compte, il dit cette phrase que j'aime souvent citer, il dit si il s'est avéré que le dollar subsistera, rien ne prédit que dans les 10 années qui arrivent, que l'euro va subsister, que la zone euro va encore exister. Donc, c'est pour vous dire, et il a même parlé de Titanic, ça veut dire que c'est un peu du chose qui peut. Donc, les Allemands qui sont très regardants et qui savent que c'est une situation qui est explosive, à ce qui se passe, puisque ça fait 2 semestres qu'ils sont en récession, notamment au niveau de l'Allemagne, et dans cette situation, elle n'est pas prête à continuer dans cette voie. On sait que d'un instant à l'autre, la zone euro peut sauter. Donc, ça sert à quoi de ne pas avoir, puisque c'était ça l'un des éléments moteurs aussi, l'Union européenne, mais en plus la monnaie. Si ça saute, c'est sûr que chacun des autres pays, chacun va vouloir faire cavalier seul. On voit le cas de Viktor Orban, qui, lui, n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. À côté de ça, pendant que, comment on appelle, la France a la possibilité à remplir ses cuves, elle peut donc passer l'hiver sans problème. L'Allemagne a 60% de quantité, alors qu'il faut 90% pour qu'elle puisse passer l'hiver. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut tenir que pendant 2 mois. La France ne cherche pas à aider. Au contraire, on a vu comment la France est venue mettre les bâtons dans les roues de l'Italie quand elle est venue pour voir comment on pouvait s'aborder le contrat que l'Italie a signé avec l'Algérie. Donc, les Allemands sont quand même informés. Ils savent un peu le jeu double souvent que les gens peuvent jouer. Donc, ils sont prudents sur les gars. Et donc, ils ne se laissent pas faire. Et donc, voilà un peu ce qui se passe. Et ils se disent où on va, puisque les sanctions qui sont là, ce sont les sanctions qui pèsent plus sur l'Allemagne, surtout en matière de gaz. C'est 50% du gaz dont a besoin de la Russie, dont a besoin de l'Allemagne. La France en moins. C'est l'Allemagne qui souffre. Et donc, quand l'Allemagne dit, ben, écoutez, ne mettons pas de menaces sur ça, ou bien des sanctions sur ça, la France, elle, qui veut être le maître du monde, qui pensant qu'elle a, enfin, cette onction de bénir ou bien de dire qui est bon, qui est mauvais, continue sur cette voie parce que pour elle, elle est vraiment à l'abri. Ses cuves sont pleines. Donc, les Allemands se disent à un moment donné, il faut qu'on calme le jeu parce qu'il faut qu'on pense aussi à nos intérêts. Donc, ils sont en train de penser à leurs intérêts. C'est tout. Aujourd'hui, l'Allemagne a réussi à avoir 14 États, tout à l'heure, le docteur Hamza a dit, 14 États de l'Union européenne sur cette histoire de, comment on appelle, je vais regarder mes papiers, sur le bouclier anti-aérien, et donc avec des technologies allemandes, américaines et puis généralement israéliennes. Et les Français n'ont pas été cooptés dans ce groupe-là, donc eux ils se voient déjà mis de côté. Donc voilà, un peu on est dans ce que j'appelle
comme l'a dit Marc Toiti dans cette situation, de l'effet boomerang des mesures. Je rappelle qu'il y a encore un mois, on parlait de 11 800 sanctions qui ont été infligées à la Russie. 11 800 sanctions. Donc, il y a l'effet boomerang et on est dans une situation de sauve qui peut. Chacun fait ce qu'il peut pour garantir la sécurité de ses citoyens. Et c'est ce que les Allemands, la France, elle a déjà fait, elle continue parce qu'elle est prête. L'Allemagne, elle a un problème, un véritable problème. Son économie dégringole, et c'est d'ailleurs pour ça que l'euro tombe, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà véritablement la situation. C'est une situation de sauve qui peut. Et je ne pense pas que les Allemands sont plus malhonnêtes que les Français. Chacun se cherche, comme on le dit. Merci à vous, Monsieur Tapé Goubira. Je poursuis avec vous, Souleymane Hamza, peut-être dans la même lancée. Quand on se souvient qu'en 2018 encore, l'Allemagne voulait que la France, par exemple, cède son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, on s'interroge de plus en plus si l'Allemagne a toujours été sincère envers cette amitié franco-allemande qu'on nous a toujours vendue au sein de l'Union européenne. Madame Ziké, vous m'amenez à avoir, n'est-ce pas, une expression en tête. C'est du jeter moi non plus. On a pas mal l'impression que ce couple-là, qui en réalité semble être du copinage, montre à tout point de vue aujourd'hui quelle est, n'est-ce pas, la ténacité de leur relation. Imaginez-vous qui commence déjà par se faire des coups bas, l'autre qui, de l'autre côté, se sent totalement affaibli sur le plan militaire, par exemple, et qui décide de manière unilatérale de s'acheter des avions, de penser à un système de bouclier, incluant d'ailleurs les pays frontaliers de l'Allemagne, les incluant de facto par une décision unilatérale, ce à quoi la France ne se sent pas trop, n'est-ce pas, adhérente. On se pose la question, mais où va ce couple-là en réalité? Et vous savez, ce que c'est l'Allemagne et la France par rapport à tous les États européens, ce sont ces deux États-là qui font la loi, et surtout sur le plan économique, comme l'a dit d'ailleurs mon aîné Tapé Goubera, sur le plan économique, l'Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel, j'y viens, mais elle dictait sa loi à l'Europe. Mais aujourd'hui, il a si bien expliqué qu'aujourd'hui, l'Allemagne étant totalement affaiblie sur le plan militaire, mais vous savez, tout son arsenal a été disloqué au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, interdiction pour l'Allemagne d'avoir des armes de destruction massive, d'avoir des armes à portée ou à ogive nucléaire, etc., etc. Cette Allemagne-là se trouve aujourd'hui dans l'incapacité, n'est-ce pas, de défendre non seulement son peuple, mais en tant que leader économique, de défendre la nation européenne. Donc, ils se mettent tous ensemble sous le couvert de ce qu'on a appelé l'OTAN, mais il y en a parmi eux qui se font des coups bas. Et allez voir, faisons aussi un peu d'analyse sur le plan énergétique. La France, ayant vu que l'Allemagne est aujourd'hui en difficulté, cherche à lui voler la vedette. Et la France a exigé, n'est-ce pas, je pense qu'il y a de cela 1 ou 2 mois, l'obligation, n'est-ce pas, que le prix du gaz soit plafonné, qu'on sache sur toute l'Europe combien ça achète le prix du gaz. Mais oublions d'autre part que l'Italie, qui est de l'autre côté, a couru rapidement en Algérie, comme le disait le doyen Goubera, pour aller se faire rapidement une santé énergétique. Donc, vous voyez, entre eux, mais ils sont d'accord sur les désaccords. Tous on est pompeux, à tout va, j'ai des gens bien costumés, mais c'est du yo-yo, c'est du pipeau, il n'y a rien en dessous. Comme dirait le leader Charles, il n'y a rien en face. Ils sont tous à genoux aujourd'hui, leurs économies sont à genoux, ils ont des difficultés énormes. Vous allez dans les rayons, n'est-ce pas, l'a dit mon cousin, je n'ai pas la preuve, je ne suis pas là-bas, mais c'est lui qui m'a dit les lampadaires sont éteints à partir d'une certaine heure. Il y a un manque de lait pour les bébés, il n'y a pas de couche pour les... C'est un vacarme, ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et tout ça est su, mais tu par les médias que vous connaissez.
Alors, c'est pour cela que vraiment, je vous tire vraiment un chapeau sur cette thématique-là que vous mettez sur le tapis. J'espère que les éminents économistes mieux informés que nous, puisque moi je n'en suis pas un, pourront revenir sur ce plateau-là, informer, n'est-ce pas, l'Afrique et pardon, la galaxie patriotique panafricaine des dissensions aussi bien politiques, économiques, monétaires même que culturelles, puisque M. Gouvera parlait tout à l'heure de l'euro qui est en train de s'effriter par rapport au dollar. Mais à qui profite tout ça? Mais à la nation américaine, qui du point de vue géographique se trouve éloignée, profite de sa situation géographique pour, n'est-ce pas, imposer à l'OTAN et à l'Union européenne une politique qui n'est pas la sienne, une politique énergétique qui consiste à l'éloigner de la Fédération de Russie et lui vend d'ailleurs un gaz très polluant, le gaz de schiste, qui d'abord, il faut le dire, extrait aux États-Unis est envoyé dans des conditions extrêmement difficiles au niveau de l'Europe, qui n'a d'ailleurs pas les infrastructures adéquates pour le dépolluer, pour le mettre en condition de pouvoir l'avoir sur son sol et de le vendre à prix moyen. Et ce gaz-là, je vous parie, il est 4-5 fois plus cher que le gaz russe. Donc, l'Europe tourne droit à la catastrophe, si tel est que très rapidement, il ne prend pas sur eux la responsabilité de lever ces sanctions d'une part, et d'autre part, franchement, de penser à ces peuples. Mais avoir constaté de loin, écoutant les analystes plus informés que nous sur le plan économique, mais on se rend compte que ces dirigeants n'ont que faire de leur population. D'ailleurs, vous remarquez, aussi bien en France, en Allemagne, en Hollande, ailleurs, partout, il y a que des marches. Tous les jours, c'est des marches. Ça marche, ça réclame du gaz, ça réclame du pétrole. Et là, nous ne sommes qu'au début de l'hiver. Attendons janvier pour voir ce qui va se passer. Merci. Merci à vous, Souleymane Hamzat. On refait dans le tour. On a encore quelques minutes seulement avant la fin de cette émission. Tapé Groubera pour sortir. Alors, est-ce que finalement, ce n'est donc pas le point faible de l'Union européenne, une illusion d'union d'État? Parce qu'on a toujours eu à comparer justement l'Union européenne avec l'Union africaine. On parle d'union entre ces États européens, mais on a l'impression qu'il y a comme une certaine hypocrisie dans la diplomatie au sein même de l'Union européenne. Quelqu'un, M. Ancelino, c'est un Français, oui, expliquait qu'en réalité, l'Union européenne n'est pas l'histoire qui est racontée. L'Union européenne est une dictée des États-Unis de l'Atlantisme. Et donc, ce sont la plupart des monnaies et autres, tout ça, qui sont allés, enfin, qui étaient des pro-américains. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, le général de Gaulle n'était pas favorable, parce que eux, ce sont des gens de droite, n'était pas favorable parce qu'il a vu la main des États-Unis derrière la création de cette Union européenne. Et d'ailleurs, on a vu le calque de l'Union africaine. Donc, c'est une réalité que cette Union européenne, en fait, elle est d'accord sur beaucoup de désaccords. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, en réalité, on regarde, on sent la dictée de l'extérieur. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il y a eu la tombée du mur de Berlin, je mets ça en griffe, hein, la dislocation de l'URSS, qu'est-ce qui s'est passé? On a sollicité des pays de l'Est qui, peut-être, on peut dire, même sur le plan idéologique, n'étaient pas les mêmes. Ça dit, on a dit quoi? On met tout le monde dedans. L'essentiel que tout le monde y soit. Vous voyez, donc, il y avait une base qu'on nous racontait tout à l'heure, c'était basé sur l'acier et un certain nombre d'éléments. Finalement, on a dit non. Peut-être il fallait prendre le maximum des pays qui étaient de l'Est pour les mettre dedans pour ne pas que la Russie le fasse. Donc, c'était devenu un genre de fou-tout en réalité, sur une base qui n'est pas bonne. L'autre élément, c'est la question de la monnaie. La question, je ne suis pas un spécialiste, comme l'a dit mon frère Hamza, et moi également, mais il y a le fait que la monnaie, par exemple, qui a été choisie, c'est une monnaie, pour moi, quand on regarde sur le plan mathématique, en réalité, c'était un choix. Si c'est pas une monnaie sociale, c'était une monnaie politique. De quoi je parle en réalité? Je rappelle que avant l'avènement de la monnaie de l'euro,
il fallait 1998 livres italiens pour avoir 1 euro. Or là, il faut 2 Deutsche Mark pour avoir 1 euro. Là, il faut 40 francs belges pour avoir 1 euro. Vous voyez que on aurait dû prendre ce qu'on appelle l'élément de milieu pour que toutes les populations, enfin tous les peuples d'Europe puissent s'en servir. Mais non, on a cherché à construire une monnaie dont l'objectif, et ça arrangeait beaucoup, par exemple un pays comme la France, qui disait donc, on a une armée, l'armée, donc en fait la France comptait sur l'arme atomique, mais en termes d'hommes, c'est plutôt l'Allemagne qui a plus d'hommes en termes d'armée. Donc on a ça, il nous faut une économie pour être un pôle fort pour pouvoir concurrencer les États-Unis puisque l'URSS n'était plus là. Vous voyez, donc on est parti sur une voie de vouloir concurrencer les autres que de construire quelque chose sur une base réelle, sociale des populations. Donc, quelque chose qui est construit du haut, c'est normal qu'à un moment donné, si le haut, ça ne va plus, que ça s'effrite. Et donc, c'est ce qui se passe, puisque la monnaie, par exemple, l'euro qui a été créé, qui est une bonne chose, mais malheureusement, qui n'a pas tenu compte des réalités. D'ailleurs, vous allez, je voulais rassurer aussi mon frère, c'est une parenthèse que mon frère Hamza, par rapport à ce qu'il dit, c'est pas faux. Pour donner un exemple, ce matin, j'étais avec un ami, on voulait acheter du piment. Le piment, à l'époque, coûtait, il y a quelque temps, il coûtait 1 euro. Aujourd'hui, pour le piment qui vient d'Afrique, c'est 2,50 €. Et en rien, il m'a dit, mais attends, ce piment-là, donc, il est importé aussi d'Ukraine. On en a ri. Pour vous dire à quel point il y a une difficulté. Il n'y a pas longtemps, en France, les gens se battaient pour avoir comment on appelle, de l'essence pour le mettre dans la voiture. Ici, encore en Belgique, ça va un peu, mais n'empêche que les prix augmentent chaque jour. Et je voulais vous donner cette information. Le 9 novembre prochain, ça dit, il y a eu 2 marches. Hein. Et puis, ces événements-là, il y a une marche gigantesque qui va avoir lieu le 9 novembre en Belgique, par exemple. Il y a eu le 30 septembre dernier une marche à Prague. Et cette marche, on parle officiellement de 70 000, de 700 000 personnes. Mais on pense que c'est près de 1 million. Et ces gens-là ont exigé, la paix, la diminution du prix des gaz et le fait que la Kiki soit autonome vis-à-vis de l'Union européenne. Ça. Et on remarque qu'il y a 3 personnes qui, fondamentalement, dirigent l'Union européenne, mais qui ne sont pas élues. Hein, vous avez Mme Ursula von der Leyen, vous avez M. Morel et vous avez M. Charles Michel qui sont nommés. Et ce sont eux qui prennent les décisions. Ça aussi, les populations européennes les voient d'un mauvais œil. Et que ça soit, surtout en Allemagne, les Allemands qui sont tellement, comment on appelle, versés sur cette histoire de responsabilité des gens qu'ils élisent et de voir que ce sont ces 3 personnes qui commandent. Et donc, ça pose un véritable problème et les populations ne sont pas d'accord à accepter ce qui est. Donc, ce front-là, il va fondamentalement, je le dis, et c'est pas de manière méchante que je le souhaite, mais il va pas durer dans la mesure où l'effet boomerang comment on appelle, des censures, des sanctions, commence de plus en plus à apaiser. Moi, je me souviens encore, il y a quelque temps, au mois de mai, quand les gens prenaient, vous avez un monsieur comme Bruno Le Maire en mars, ministre de l'économie française, qui disait, dans 2 mois, l'économie russe sera à terre. Bon, on se rend compte que c'est l'inverse. Et donc, véritablement, nous allons vers une situation difficile, surtout pour l'Allemagne, je le dis. Ils n'ont que 2 mois de réserve de gaz. Donc, aujourd'hui, on fait attention. On demande même aux gens d'allumer, si c'est vraiment nécessaire, si c'est pas ça, de ne pas allumer le chauffage. Et donc, aujourd'hui, nous, on parle de pulls, etc. On fait attention à tout ça. On essaie de trouver des solutions alternatives. En Allemagne, on essaie de voir comment on peut même revenir à des anciennes méthodes. Parce que ça va être difficile l'hiver, surtout pour l'Allemagne et pour certains pays, en fait, au niveau de l'Europe. Donc, pour dire que où on est parti, cette Europe-là, qui a été faite du sommet, sans tenir compte de la base, elle ne pourrait pas survivre longtemps à cette crise où il y a eu des décisions. Parce qu'on aurait dû, s'ils avaient voulu être démocrates, puisqu'il n'y a pas de la démocratie, au moins avant d'imposer une certaine mesure, c'est de faire des référendums. Ce qu'ils n'ont malheureusement pas fait. Ils ont décidé entre eux de faire des choses qui leur tombent sur la figure. Vous tapez Goubrera, on va en sortir avec vous, Souleymane Hamzat, définitivement. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer peut-être pour les États africains? Est-ce que on pourrait dire que c'est
c'est pratiquement peut-être la même chose pour le cas de l'Union africaine, puisqu'on a toujours dénoncé cette division même au sein des États africains. Déjà l'Union africaine n'est pas comparable à l'Union européenne, hein, parce que d'abord, d'une part, elle est financée par cette Union européenne. Vous voyez? Donc moi, l'Union africaine, pour moi, elle n'a même pas raison d'être dans ce débat. C'est une union qui est toujours d'accord sur ses désaccords. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle doit se battre pour les nations. Vous voyez que de plus en plus les populations africaines se lèvent et parlent de syndicats, de chefs d'État. Bon, imaginez-vous un peu qu'on veuille la comparer à d'autres qui réfléchissent à comment remettre leur industrie sur pied pendant que nous n'avons pas. Nous avons tout ce dont l'Union européenne a besoin aujourd'hui. Le gaz, le pétrole, toute l'énergie, nous l'avons dans nos sols. Je vous donne le cas du Nigeria ici à côté, qui est un pays où j'étais tout d'éléments à côté de l'aéroport d'Ikeja. Vous ouvrez les robinets, vous avez des senteurs de pétrole. Pas si l'eau n'est pas consommable. Il faut carrément acheter une bouteille d'eau pour pouvoir s'étancher sa soif. Donc c'est vous dire que nos dirigeants ne prennent pas, ils ne savent pas prendre la hauteur par rapport aux événements qui se passent de l'autre côté. C'est le moment, c'est une opportunité pour l'Afrique actuellement, n'est-ce pas, de repenser non seulement sa manière de diriger politiquement à travers l'Union africaine, la SADC, la CEDEAO, toutes ces institutions qui sont là, qui d'ailleurs imitent de manière tristement célèbre, n'est-ce pas, tout ce qui se passe en Europe, en nous venant nous imposer des démocraties mal formées ou en imposant des sanctions, c'est le cas du Mali. C'est-à-dire, on voit l'autre donne des sanctions ici, nous aussi on va faire sanctions pour voir, on veut imiter l'autre bêtement. Il va falloir repenser le modèle africain sur la manière, n'est-ce pas, de gérer la cité. D'autre part, repenser le plan économique. J'aime pas trop parler des plans Marshall, parce que moi, ce langage-là, il est dévolu à ceux qui sortent de la Sorbonne. Nos parents n'ont jamais fait la Sorbonne, ils avaient les meilleures économies de l'époque. Donc, c'est vous dire que, partant de l'économie, il faut verser sur le socio-culturel et culturel, s'approprier de nouveau notre identité et surtout un retour à l'authenticité pour permettre à cette Afrique-là de renaître de ses cendres. Nous avons tout dans nos sols, l'or, le pétrole, le gaz, l'uranium, le marbre. Il y a une pléthore de minéraux aujourd'hui qui sont d'ailleurs aujourd'hui en vogue et qui peuvent permettre aux États africains de multiplier leur économie par 3 ou 4. Mais souffrez que quand c'est vendu, ça va de l'autre côté du coin de la banque. Donc c'est à déplorer. Espérons que les nouveaux dirigeants qui, à l'instar du colonel Assimi Goïta du Mali, d'autres de la Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra, qui d'ailleurs est en train d'imprimer, n'est-ce pas, du point de vue économique, une visée qui permet de contourner rapidement le franc CFA, celui de la Guinée, Mamadi Doumbouya, qui refuse désormais que ces minéraux ne sortent de la Guinée, mais soient exploités, polis et vendus à partir de la Guinée, et de notre jeune frère, le capitaine Traoré, qui d'ailleurs est en train de se relancer sur les pas du président Thomas Sankara, que ces leaders-là puissent imprimer, n'est-ce pas, du fond du cœur et partant à travers l'idéologie panafricaniste, n'est-ce pas, cette nouvelle option dans laquelle doit s'engager l'Afrique. Il faut surtout savoir qu'ils auront sur leur chemin, n'est-ce pas, ces potentats fantomatiques, diaboliques, qui font en sorte que l'Afrique est toujours tirée vers les ténèbres. Dieu veille sur l'Afrique. Dieu veille sur vous, chère Madame Nsike Doumbé, pour cette thématique très importante. Béni soit For You Media et que les bénédictions divines soient sur toute l'Afrique. On rappelle que vous êtes analyste, expert en stratégie militaire, également Tapé Groubera aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes enseignant, président du MORAF, le mouvement pour la renaissance de l'Afrique, sans oublier le docteur Saraka qui était aussi avec nous, porte-parole du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Merci à vous, chers téléspectateurs,
de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette autre édition de Cartes géopolitiques. Restez en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée à vous.